Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Ouverture ce mardi de la 16e Assemblée générale biennale du Collège ouest-africain des infirmiers et sages-femmes. Une rencontre qui réunit des infirmiers et sages-femmes de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. La rentrée scolaire au Bénin aura lieu dans quelques jours, mais au niveau des stands de vente des fournitures scolaires, on ne note pas d'affluence. Vous suivrez les images dans ce journal. Et puis hors du Bénin, libération hier de plusieurs dizaines de prisonniers politiques en Guinée-Conakry. Bienvenue à toutes et à tous. Le Collège ouest-africain des soins infirmiers et obstétricaux mobilisé autour du thème infirmières et sages-femmes, pilier de la couverture universelle dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux ont été officiellement ouverts ce mardi à Cotonou. Le point avec Frédéric Espoir-Mambo. Aucune structure sanitaire dans la sous-région ouest-africaine ne peut bien fonctionner sans les infirmiers et les sages-femmes. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux parmi les agents de santé. C'est dans cette idée que s'inscrit le thème de cette rencontre. Un thème appelant à la formation pointue et pointilleuse de ces corps pour des soins plus appropriés puisque tout n'est pas rose. Les déviances existent et doivent nous amener à prendre plus conscience au travail parce que nous avons la charge de vie humaine. C'est ce qu'a compris le gouvernement de la République du Bénin pour engager des réformes dans ce domaine et finir avec les pratiques routinières nuisibles à la santé. Le représentant résident de l'OMS dira qu'une réflexion sur l'harmonisation des normes de la qualité de soins pour les communautés africaines s'impose. Au cours de ces assises, je voudrais souligner l'importance d'une analyse approfondie et solide des principaux problèmes auxquels sont confrontés les professions de sages-femmes et d'infirmiers par vous-même, les différents spécialistes et acteurs de terrain que vous êtes, pour une définition des orientations les plus contributives en termes d'accélération des progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. En lançant les travaux de cette assise, Benjamin Hunkpatin, ministre de la Santé, va profiter de la tribune pour lancer un appel aux agents de la santé. La pandémie de Covid oblige. Je voudrais de cette tribune lancer encore un appel à tous les agents de santé qui sont au front pour que leur premier cri de cœur, qui est de sauver la vie qui leur a été confiée, se manifeste à travers déjà l'adhésion à la vaccination contre la COVID-19 pour se sauver et pour sauver celle des autres. Je vous exhorte au cours de cette Assemblée générale à vous rendre disponibles et réceptifs afin d'actualiser vos connaissances pour une réelle amélioration des soins infirmiers obstétricaux dans notre pays et dans toute la sous-région ouest africaine. L'Assemblée générale biennale réunit des participants venus du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Gambie, de la Sierra Leone et du Bénin. Ce rendez-vous sera couplé avec la 25e session scientifique et la 40e réunion du Conseil de l'organisation. Restons dans le registre santé. Les responsables en charge de la deuxième initiative de riposte socio-économique à la COVID-19 étaient hier en conférence de presse. Il s'agit d'expliquer à l'opinion publique les tenants et les aboutissants de cette initiative et surtout les conditions et lieux d'inscription pour en bénéficier. Suivez un extrait de leurs propos au micro de Frédéric Espoir-Mambo. L'inscription pour bénéficier de ce soutien ou bénéficier de ce programme a commencé depuis le 26 août dernier et devrait s'achever le 16 septembre 2021. Deux moyens d'inscription ont été mis en place, c'est-à-dire une plateforme électronique pour permettre à ceux qui ont accès à Internet de pouvoir s'inscrire sur le site www.mesurecovid.finance.bj ou les personnes désireuses ou les entreprises désireuses de s'inscrire peuvent aller vers les centres de promotion sociale
sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a retenu dans un premier temps de soutenir les micro et petites entreprises et ensuite les entreprises du secteur informel. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont réputées être les plus vulnérables. Donc c'est le lieu de demander à toutes les entreprises de s'inscrire parce que personne ne sera oublié. En tout cas, les entreprises qui sont dans ce scope-là, nous leur demandons de s'inscrire. C'est un soutien sur une période de 4 mois et ce sont des montants quand même relativement importants qui vont leur permettre de soulager un tant soit peu leur trésorerie. Mais on a juste besoin d'un facteur de reconnaissance. Donc une entreprise du secteur formel donc, qui a son registre de commerce, en plus on dit d'avoir un IFU, un identifiant fiscal unique. Deuxième condition, il faut être né avant le 1er janvier 2021. Il faut être né avant le 1er janvier 2021. Pourquoi? Parce que la crise a démarré depuis un certain temps et ces entreprises qui sont nées avant le 1er janvier sont les entreprises qui ont souffert beaucoup plus de la crise. Et troisième condition, il faut avoir un dossier complet. Pour les entreprises du secteur informel, il faudrait que ces entreprises-là soient reconnues, pas vis-à-vis du fisc, mais vis-à-vis soit d'une fêtière, soit de la préfecture ou alors des chambres de métier. Pourquoi? Parce que, vous savez bien, l'informel, sont des entreprises que nous ne connaissons pas a priori, mais comme il s'agit des ressources publiques, il faudrait quand même que ces entreprises, on puisse les identifier quelque part. Les insecticides constituent l'une des méthodes utilisées dans les ménages pour lutter contre le paludisme au Bénin. Ce sont des produits qui ont des effets souvent nocifs sur la santé. Suivez ce reportage pour en savoir davantage sur les conséquences des insecticides. Chaque nuit, avant de se coucher, il faut utiliser ces insecticides. Sinon, vous ne pouvez pas dormir, les moustiques vont vous déranger. Comme Mora, des milliers de ménages béninois font usage des insecticides pour lutter contre les moustiques vecteurs du paludisme. Des méthodes qui évitent à certains citoyens la piqûre des moustiques, mais la pratique n'est pas sans conséquences sur la santé. Ça donne la toux, rhume. Souvent, je suis allergique à l'odeur. Bon, ça entraîne aussi certaines maladies. Des fois, quand on est dedans dans la chambre, là, ça nous donne le rhume. Si nous n'attendons pas à ce que la fumée finisse exactement, donc si nous restons dedans, nous sommes enrhumés. Ces produits sont en principe sans grand danger selon Dr Paul Aïlo, mais deviennent toxiques en fonction du type d'insecticide et de l'usage qu'en font certains. Les pyréthrinoïdes sont utilisés abondamment pour tuer les moustiques, comme aussi les moustiques imprégnés. Moustique imprégné, c'est imprégné d'insecticides. Donc ça va tuer les moustiques, mais ça touche la peau. Et les pesticides, les insecticides sont pulvérisés dans le ménage, sont pulvérisés et sont inhalés aussi. La plupart, c'est des produits qui créent de l'allergie. Allergie, c'est-à-dire lésions cutanées, avec des prurites, des démangeaisons et des boubouilles sur le corps. C'est parfois grave parce qu'on n'arrive pas à les traiter efficacement. Ça va créer des lésions durables sur le corps, comme des eczémas, ce qu'on appelle des eczémas cutanés. D'autres formes d'insecticides, tout aussi nuisibles et accessibles à la plupart des ménages, sont les serpentins, mieux connus sous le nom de mosquitos. Allumés dans les chambres, la fumée de ces mosquitos repousse les moustiques. Les gens ont peut-être l'impression que ça tue. En fait, ça ne tue pas. En principe, c'est pour chasser ces moustiques-là. D'abord, la fumée va réduire l'oxygène de l'air. Donc, quand il y a fumée, il va y avoir diminution de l'oxygène. L'inhalation à long terme, ça va générer des troubles, notamment des troubles respiratoires. La sensibilisation déjà, ça crée au niveau des parois bronchiques, va créer des inflammations. L'inflammation de ces parois, celui qui n'était pas asthmatique va commencer à développer l'asthme. Pour éviter d'affecter la santé à travers l'usage des insecticides, Dr Paul Aïlo préconise. Ouvrir les fenêtres, ce qui est normal, c'est ça, c'est d'ouvrir les fenêtres et les portes, de pulvériser, de faire dégager
les insectes, surtout les moustiques. Et après, de laisser les portes ouvertes pour que ça s'envoie. De l'air se renouvelle dedans, pour que l'odeur, la concentration de ces produits diminue avant de rentrer et fermer la porte. De ces différentes pratiques, pour se prémunir du paludisme, il faudra privilégier la moustiquaire imprégnée aux insecticides pulvérisants ou serpentins. L'alphabétisation reste un secteur d'unité et de droits humains à la veille. Aujourd'hui, oui. 8 septembre, c'est la journée de l'alphabétisation et pour célébrer cette 56e journée internationale de l'alphabétisation, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a insisté sur la réduction de la fracture du numérique. Voici un extrait de son message. Il est au micro de Maury Agua. Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie et utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation, tout en tenant compte du contexte de la pandémie de coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance, ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui mentionne l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de Covid-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité en sont des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. Toujours volet éducation, les stands de fournitures scolaires pullulent depuis quelques jours au bord des artères et places publiques. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, quelle est l'affluence au niveau de ces points de vente de fournitures scolaires? Frédéric Espoir Mambou a fait le tour de Cotonou pour le savoir. C'est un calme de cimetière ou presque qui est observé ce mardi au niveau de la majorité des stands de fournitures scolaires. Pourtant, nous sommes à 2 semaines seulement de la rentrée scolaire 2021-2022. Une situation qui désole Mousbao Boussari, vendeur de sacs. Vous êtes arrivé, vous avez vu comment tout est calme. Un calme plat, le calme d'un cimetière. Donc rien ne sort. La douane, tout est devenu excessivement cher.
d'où les gens, leur bourse ne leur permet pas de se sacrifier à cela. La crise économique, couplée avec la pandémie de la Covid-19, les vendeurs tournent le pouce. Les quelques rares potentiels clients sont plus intéressés par le prix que par l'achat. Bon, il y a des parents qui viennent demander le prix et ils s'en vont, d'autres demandent, ils achètent. Mais ce n'est pas encore ça. Nous voulons que les parents sortent massivement pour venir acheter les fournitures pour leurs enfants. Je peux dire que pour le moment, ils viennent pour prendre connaissance des prix. D'autres viennent pour s'en procurer en même temps parce que la rentrée, il y a d'autres qui commencent avant. Donc, il y a d'autres qui prennent les fournitures en même temps. D'autres passent pour pouvoir avoir une idée des prix en attendant de revenir. Dans cette situation, Marie-Luc Adamou est venue sacrifier à la tradition. Il pense que c'est un devoir et quelle que soit la situation, il faudra l'assumer. C'est un devoir. Quand c'est un devoir, il faut tout faire pour honorer son devoir. Les enfants n'ont pas demandé à en être. Donc, quelle que soit la cherté de la vie, il faut tout faire pour satisfaire les enfants. C'est leur droit. Et à Francis Thierry Loco de conseiller aux parents de faire la politique de leurs moyens. Je voudrais que les parents aient de la mesure dans l'achat des fournitures scolaires. Et il faudrait négocier avec les enfants pour qu'ils puissent comprendre que mes parents sont à tel niveau de richesse. Riches ou pauvres, les parents ne doivent donc pas oublier que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Des citoyens guinéens résidant à Cotonou sont préoccupés par la situation politique qui prévaut dans leur pays. Ils se sont prononcés sur le coup d'État du dimanche dernier. Ils sont au micro de Clémence Tonoukwé. Ce qui s'est passé en Guinée, vraiment, nous regrettons. Les 5 ans que Alpha Condé avait demandé de plus, les Guinéens n'étaient pas contents parce que la Constitution n'a pas parlé de ça, ce qu'ils ont dit. Mais la Guinée, il fallait ça parce que vraiment on a un problème très difficile. Très difficile. 60 ans, on ne peut pas régler ça dans 10 ans. Non. Un militaire qui a fait le coup, c'est un militaire, ce n'est pas un petit militaire. C'est un militaire de carrière. Il a fait plusieurs pays. Et c'est un intellectuel. Vraiment, ça m'a étonné que lui fasse des choses comme ça en Guinée. Ça ne m'a pas plu, moi. Ça ne m'a pas plu du tout. Vraiment, moi, je ne suis pas content de cette coup d'État. Parce que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. On n'a pas besoin de pagailles. Ça, c'est des pagailles. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je ne fais pas confiance à ces militaires-là. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent des pouvoirs par des coups d'État. Et quand ils prennent des pouvoirs par des coups d'État, après on voit ce qui va se passer. On avait perdu, la Guinée avait perdu 20 et quelques années dans la main des militaires. Ils n'ont rien fait. Aussi encore été déçu du président parce qu'il avait voulu ce troisième mandat à tout prix. Donc vraiment, je suis pessimiste. Maintenant, je suis déçu de tout le monde, tous les politiciens guinéens, vraiment. Moi, quand même, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu des militaires et je suis le président sortant. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays en Afrique ici qui est devant la Guinée. On a perdu plusieurs amis grâce à ce monsieur Alpha Condé. C'est un grand dictateur. Il y a plusieurs jeunes Guinéens qui ont perdu la vie grâce à lui. On remercie l'armée guinéenne. On les remercie très bien. On prie Dieu qu'Allah nous aide encore dans les années suivantes. Nous, on est trop contents, on est fiers de ça. Puisque le président qui était là-bas, là, il n'est pas bon. Il est venu il nous a fait sortir dans notre pays. Nous tous, on a fui au pays. Donc, le second qui est là actuellement, là, on veut que lui, il n'a qu'à faire différent. Nous aussi, on va rentrer dans notre pays. Ça. Nous, on veut quelqu'un qui est intellectuel, qui va aider le pays, qui va aider les jeunes.
Toujours en Guinée, un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée. Ces derniers ont été incarcérés suite à la présidentielle contestée d'octobre 2020. Un scrutin qui a permis à Alpha Condé de revenir pour un troisième mandat. Les élections législatives régionales et communales ont lieu aujourd'hui au Maroc et c'est 18 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. L'élection a un enjeu crucial, surtout pour le parti islamiste actuellement au pouvoir qui joue aujourd'hui son avenir après des campagnes controversées marquées par la crise sanitaire. C'est une abstention record qui est attendue en raison du désintérêt de la population envers la politique. La course à la victoire est lancée. Ce mercredi, 18 millions de Marocains sont attendus dans les bureaux de vote à l'occasion d'un triple scrutin, législatif, municipal et régional. Une élection au cours de laquelle ils doivent élire leurs 395 députés de la Chambre des représentants et 31 000 élus communaux et régionaux. Et ce, malgré une situation sanitaire des plus tendues. Bien sûr, nous prenons en considération la pandémie dans les activités de la campagne électorale, mais l'utilisation des moyens virtuels et le contact direct avec les citoyens restent un point fort pour le Parti de la justice et du développement, comme pour les autres partis organisés. Aujourd'hui, pour cette élection, l'essentiel, c'est que le pays gagne avec des partis forts et avec des élus qui ont les mains propres. L'enjeu de ces élections, désigner un parti politique chargé de former une nouvelle coalition gouvernementale. Pour le moment, sur 32 partis, seuls 4 sont favoris. Le parti Authenticité et Modernité, le Rassemblement national des indépendants, l'Istiklal et le PJD. Au pouvoir depuis 2011, ce dernier d'obédience islamiste compte bien remporter la mise une 3e fois, aux grandes dames des opposants, qui appelle le peuple à se rendre aux urnes. Nous espérons voir une participation massive. C'est, vous savez, un peu partout dans le monde, mais au Maroc également, il y a un désaveu à l'égard de la politique, il y a un désespoir dans les rangs, notamment des jeunes. Et nous souhaitons qu'il y ait une participation massive. Les jeunes que vous voyez ici, les femmes que vous voyez ici, vont aller s'adresser d'abord à ces gens-là pour faire en sorte qu'ils votent. Un désintérêt pour la campagne électorale qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord la pandémie de Covid-19 qui fait rage dans le royaume, mais également le système monarchique marocain qui stipule que le roi Mohamed VI demeure le chef politique suprême du royaume. Un statut décrié par certains citoyens qui voient en ces élections une vaine tentative de changement au sein de l'exécutif. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.